Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la suite d'une lecture ensemble. On a poursuivi les fables de La Fontaine. Je suis ravie de me replonger dans ces fables. N'hésitez pas à réagir tout au long de la soirée avec le hashtag VBN sur les réseaux sociaux. Alors j'en étais au livre 3e des fables. Il faut savoir qu'il y a 12 livres, plus de 243 fables. C'était un bosseur, Jean de La Fontaine. Il nous a fait 243 fables, 64 contes. Il a écrit un roman, 2 comédies, 2 tragédies. Enfin, c'était vraiment un grand homme de lettres. Et donc, pour ma part, je vais reprendre au livre 3e, la 3e fable qui s'appelle « Le loup devenu berger ». Très bonne soirée à tous. Un loup qui commençait d'avoir petite part aux brebis de son voisinage, crut qu'il fallait céder de la peau du renard et faire un nouveau personnage. Il s'habille en berger, endosse un hoqueton, fait sa houlette d'un bâton, sans oublier la cornemuse. Pour pousser jusqu'au bout la ruse, il aurait volontiers écrit sur son chapeau « C'est moi qui suis Guillot, berger de ce troupeau ». Sa personne étant ainsi faite, et ses pieds de devant posés sur sa houlette, Guillot le sycophante approche doucement. Guillot, le vrai Guillot, étendu sur l'herbette, dormait alors profondément. Son chien dormait aussi, comme aussi sa musette. La plupart des brebis dormaient pareillement. L'hypocrite les laissa faire. Et pour pouvoir mener vers son fort les brebis, il voulut ajouter la parole aux habits, chose qu'il croyait nécessaire. Mais cela gâta son affaire. Il ne put du pasteur contrefaire la voix. Le ton dont il parla fit retentir les bois et découvrit tout le mystère. Chacun se réveille à ce son, les brebis, le chien, le garçon. Le pauvre loup, dans cette esclandre, empêché par son hoqueton, ne put ni fuir, ni se défendre. Toujours par quelque endroit, fourbe se laisse prendre. Quiconque est loup agit sans loup. C'est plus certain de beaucoup. Les grenouilles qui demandent un roi. Les grenouilles, se lassant de l'État démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la gente marécageuse, gente fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, mais en tremblant. Une autre la suivit, une autre en fit autant. Il en vint une fourmilière. Et leur troupe, à la fin, se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et se tient toujours coi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. « Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. » Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir, et Grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire « Et quoi? Votre désir à ces lois croit-il nous astreindre? Vous avez dû premièrement garder votre gouvernement. Mais ne l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. De celui-ci contentez-vous, de peur d'en rencontrer un pire. » Le renard et le bouc. Capitaine Renard
allait de compagnie avec son ami Bouc, des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc : « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi, mets-les contre le mur, le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur tes cornes, mets le vent à l'aide de cette machine. De ce lieu, je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon et vous lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or, adieu. J'en suis hors. Tâche de t'en tirer. Et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaines affaires qui ne me permettent pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. L'ivrogne et sa femme. Chacun a son défaut, où toujours il revient. Honte, ni peur, ni remédie. Sur ce propos, d'un conte, il me souvient. Je ne dis rien que je n'appuie de quelque exemple. Un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Tels gens n'ont pas fait la moitié de leur course qu'ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein de jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau cuvèrent à loisir. À son réveil, il treuve l'attirail de la mort alentour de son corps, un luminaire, un drap des morts. « Oh, dit-il, qu'est-ce ceci ? Ma femme est-elle veuve ?» Là-dessus, son épouse, en habit d'alecton, masquée, et de sa voix contrefaisant le ton, vint au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau propre pour Lucifer. L'époux alors ne doute en aucune matière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu » dit-il à ce fantôme. « La sellerie du royaume de Satan, reprit-elle. Et je porte à manger à ce qu'enclôt la tombe noire. Le mari repart sans songer. Tu ne leur portes point à boire ? La goutte et l'araignée. Quand l'enfer eut produit la goutte et l'araignée, « Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter d'être pour l'humaine lignée également à redouter. Or, avisons au lieu qu'il vous faut habiter. Voyez-vous ces cases étraites et ces palais si grands, si beaux, si bien dorés ? Je me suis proposé d'en faire vos retraites. Tenez donc, voici 2 bûchettes. Accommodez-vous ou tirez. » Il n'est rien, dit l'aragne, aux cases qui me plaisent. L'autre,
tout au rebours, voyant les palais pleins de ces gens nommés médecins, ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise. Elle prend l'autre lot, y plante le piquet, s'étend à son plaisir sur l'orteil d'un pauvre homme, disant « Je ne crois pas qu'en ce poste je chôme, ni que dans déloger et faire mon paquet, jamais Hippocrate me somme. » L'aragne cependant se campe en un lambris, comme si de ces lieux elle eût fait bail à vie, travail à demeurer. Voilà sa toile ourdie. Voilà des moucherons de prix. Une servante vient balayer tout l'ouvrage. Autre toile, tissu, autre coup de balai. Le pauvre bestion tous les jours déménage. Enfin, après un vain essai, il va trouver la goutte. Elle était en campagne, plus malheureuse 1000 fois que la plus malheureuse aragne. Son hôte l'a menée tantôt fendre du bois, tantôt fouir, rouer, goutte bien tracassée, et dit-on à demi pensée. « Oh, je ne saurais plus, dit-elle, y résister. Changeons, ma sœur l'aragne. » Et l'autre d'écouter. Elle apprend au mot, se glisse en la cabane, point de coup de balai qui l'oblige à changer. La goutte, d'autre part, va tout droit se loger chez un prélat qu'elle condamne à jamais du lit ne bouger. Cataplasme, Dieu sait. Les gens n'ont point de honte de faire aller le mal toujours de pis en pis. L'une et l'autre trouva de la sorte son compte et fit très sagement de changer de logis. Le loup et la cigogne. Les loups mangent gloutonnement. Un loup, donc, étant de Frérie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonne heure pour ce loup, qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demande son salaire. « Votre salaire, dit le loup. Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. » Le lion, abattu par l'homme. On exposait une peinture où l'artisan avait tracé un lion d'immense stature par un seul homme terrassé. Les regardants en tiraient gloire. Un lion, en passant, rabattit leur caquet. « Je vois bien, dit-il, qu'en effet, on vous donne ici la victoire. Mais l'ouvrier vous a déçu. Il avait liberté de feindre. Avec plus de raison, nous aurions le dessus si mes confrères savaient peindre. » Le renard et les raisins. Certains renards gascons, d'autres disent normands, mourant presque de faim, vit au haut d'une treille des raisins mûrs apparemment et couverts d'une peau vermeille. Le galant en eût fait volontiers un repas. Mais comme il n'y pouvait atteindre, ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Fit-il pas mieux que de se plaindre? Le cygne et le cuisinier. Dans une ménagerie de volatiles remplis, vivaient le cygne et l'oison. Celui-là destiné pour les regards du maître, celui-ci pour son goût. L'un qui se piquait d'être commensal,
du jardin, l'autre de la maison. Des fossés du château faisaient leur galerie. Tantôt on les eût vus côte à côte nager, tantôt courir sur l'onde, et tantôt se plonger sans pouvoir satisfaire à leurs vaines envies. Un jour, le cuisinier, ayant trop bu d'un coup, prit pour oison le cygne, et le tenant au cou, il allait l'égorger puis le mettre en potage. L'oiseau, prêt à mourir, se plaint en son ramage. Le cuisinier fut fort surpris et vit bien qu'il s'était mépris. « Quoi ? Je mettrai, dit-il, un tel chanteur en soupe ? Non, non, ne plaise au Dieu que jamais ma main coupe la gorge à qui s'en sert si bien. » Ainsi, dans les dangers qui nous suivent en croupe, le doux parler ne nuit en rien. Le loup et les brebis. Après 1000 ans et plus de guerres déclarées, les loups firent la paix avec les brebis. C'était apparemment le bien des deux parties, car si les loups mangeaient maintes bêtes égarées, les bergers de leur peau se faisaient maint habit. Jamais de liberté, ni pour les pâturages, ni d'autre part pour les carnages. Ils ne pouvaient jouir qu'en tremblant de leurs biens. La paix se conclut donc. On donne des otages, les loups leurs louveteaux et les brebis leurs chiens. L'échange en étant fait aux formes ordinaires et réglé par des commissaires. Au bout de quelque temps que messieurs les louvats se virent loups parfaits et friands de tuerie, ils vous prennent le temps que, dans la bergerie, messieurs les bergers n'étaient pas. Étranglent la moitié des agneaux les plus gras, les emportent aux dents, dans les bois se retirent. Ils avaient averti leurs gens secrètement. Les chiens qui, sur leur foi reposaient sûrement, furent étranglés en dormant. Cela fut sitôt fait qu'à peine ils le sentirent. Tout fut mis en morceaux. Un seul n'en échappa. Nous pouvons conclure de là qu'il faut faire aux méchants guerre continuelle. La paix est fort bonne de soi, j'en conviens. Mais de quoi sert-elle avec des ennemis sans foi ? Le lion devenu vieux. Le lion, terreur des forêts, chargé dents et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval, s'approchant de lui, donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne, le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir, par l'âge estropié. Il attend son destin, sans faire aucune plainte. Qu'en voyant l'âne même à son antre à courir. « Ah, c'est trop, lui dit-il. Je voulais bien mourir, mais c'est mourir de foi que souffrir tes atteintes. » Alors sur ma page Facebook, j'avais demandé à ce que ceux qui ont certaines fables favorites m'en fassent part afin que je les lise. Et on a Thomas qui m'a écrit qu'il aimait beaucoup la fable La femme noyée. Alors je l'ai retenu, n'importe quoi. Je l'ai retenu avec un petit post-it. Et je vais donc vous lire la fable La femme noyée. Je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie.
Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit en cette fable d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur les bords du fleuve, auteur de sa disgrâce, des gens se promenaient ignorant l'accident. Ce mari donc, leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace. « Nulle, reprit l'un d'eux, mais cherchez-la plus bas. Suivez le fil de la rivière. » Un autre repartit. « Non, ne le suivez pas. Rebroussez plutôt en arrière, quelle que soit la pente et l'inclination. » Dont l'eau par sa course l'emporte. L'esprit de contradiction l'aura fait flotter d'autre sorte. Cet homme se raillait assez hors de saison. Quand à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison, mais que cette humeur soit, ou non, le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira, et s'il peut, encore par-delà. La belette entrait dans un grenier. Damoiselle Belette, au corps long et floué, entra dans un grenier par un trou fort étré. Elle sortait de maladie. Là, vivant avec discrétion, la galante fit cher lit, mangea, rongea, Dieu sait la vie, et le lard qui périt en cette occasion. La voilà pour conclusion, grasse, m'afflue et rebondit. Au bout de la semaine, ayant donné son sou, elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou, ne peut plus repasser et croit s'être méprise. Après avoir fait quelques tours, c'est, dit-elle, l'endroit, me voilà bien surprise. J'ai passé par ici depuis 5 ou 6 jours. Un rat qui la voyait en peine lui dit « Vous aviez lors la panse un peu moins pleine. Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir. Ce que je vous dis là, l'on le dit à bien d'autres. Mais ne confondons point, par trop approfondir, leurs affaires avec les vôtres. » Le chat et un vieux rat. J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certains auteurs, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les sourcilières, n'importe quoi, les souricières n'étaient que jeux au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort, et du haut d'un plancher, se pend la tête en bas. La bête scélérate, à de certains cordons, se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que ces châtiments, qu'il a fait l'aircin de veau ou de fromage, égratigné quelqu'un, causé quelque dommage, afin qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rats,
puis ressortant, font quelques pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant. Ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas. Je vous en avertis. Vous viendrez toutes au logis. Il prophétisait vrai, notre maître Mythis. Pour la seconde fois, les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisée, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé. La jante trotte menue s'en vient chercher sa perte. Un rat sans plus s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier, il savait plus d'un tour. Même il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille, s'écria-t-il de loin au général des chats. Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il avait expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté. On a fini le 3e livre. On va donc... Non, je vous dis... Oui, c'est ça, 3e livre. Et on va donc commencer le 4e livre des Fables de La Fontaine. Avec la fable Le lion amoureux, qui est destinée à Mademoiselle de Sévigné. Sévigné, de qui les attraits servent aux grâces de modèle, et qui n'acquitte toute belle à votre indifférence près, pourriez-vous être favorable aux jeux innocents d'une fable et voir sans vous épouvanter un lion qu'amour sut dompter. Amour est un étrange maître, heureux qui peut ne le connaître que par récit, lui ni ses coups. Quand on parle devant vous, si la vérité vous offense, la fable au moins se peut souffrir. Celle-ci prend bien l'assurance de venir à vos pieds s'offrir par zèle et par reconnaissance. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi donc ? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et bellure outre cela. Voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra bergère à son gré, il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dure, la refuser n'était pas sûr. Même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin. Car outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, donc, ouvertement n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate, vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte, on vous les rogne, et pour les dents, qu'on vous les lime en même temps. Vos baisers en seront moins rudes. Et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà, comme place démantelée. On lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens,
On peut bien dire adieu prudence. Voilà, c'est ici que j'achève cette lecture. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Pour ma part, j'ai été ravie de vous lire les fables de La Fontaine. On se retrouve tout de suite pour la suite. Bon courage pour ceux qui travaillent et bonne nuit pour ceux qui se couchent. Bye bye.